À chaque printemps, les brumes glaciales du lac Baïkal annoncent le départ d'un voyage éprouvant pour les hommes du village de Holodnaïa. Aller ravitailler les éleveurs de rennes qui vivent isolés sur les hauts plateaux sibériens. Dimitri est le seul chauffeur de la région à accepter de faire ce voyage éprouvant. Cette année, il doit livrer rapidement 600 kilos de nourriture. L'hiver a été tellement rude que personne n'a pu aller ravitailler les bergers depuis 6 mois. Il y a de la farine, du sucre et du riz. Tout ce dont ils ont besoin pour tenir jusqu'à l'été. Si on part pas tout de suite, la route va devenir impraticable. Dans quelques jours, la fonte des neiges va transformer la piste en marécage. Pour rallier le campement des bergers Evenk, ils n'ont que 65 km à parcourir. 65 petits kilomètres qui peuvent leur prendre des semaines. Ils vont affronter l'enfer blanc sibérien. Il veut prendre de l'élan. Il est dingue! Ah merde! Sur la route, la neige forme des remparts presque infranchissables, même pour un camion à 6 roues motrices. Il arrive que les arbres perforent la cabine par-dessous. Au printemps, le redout transforme le lac Baïkal en piège mortel. Il n'a pas réussi à s'extraire de la voiture. Elle s'est enfoncée dans l'eau, d'un seul coup. On ne rigole pas avec le lac Baïkal. Il est dangereux. Attention, ne t'approche pas. Si on reste bloqué ici, ça va devenir très dangereux. Quand la nature force les hommes à descendre du camion, c'est un autre danger qui les guette. Il y a un ours qui vient de là-bas. Il est énorme. Il est malin. Il est lourd, hein. C'est une sacrée bête. Seuls les hommes du peuple Evenk, des montagnards, acceptent de passer l'hiver dans cette ferme du bout du monde. On va revenir à la maison quand l'été sera là. On sera chez nous. On ira voir les filles. La nature ne leur épargne rien, même les plus aguerris craquent. Ah, j'en ai marre, merde. Bon, je vais revenir demain avec une motoneige et des hommes. Allez, j'y vais. Dès la sortie du village, Dimitri est confronté à sa première embûche. On arrive à la rivière Gassan. Ça va être dur. Il fait beau et la glace est devenue extrêmement fragile. Je ne sais pas comment on va passer. Ici, la glace est suspendue. Entre la glace et l'eau, il y a un espace vide. Le camion peut tomber. L'eau a fait fondre la glace par-dessous. Ici, en hiver, il y avait une grosse croûte de glace qui commence à fondre. Elle semble solide. Ici, le camion pourra passer. On va passer par ici. Ouais, non, plutôt par là. Il y a un trou là. Il faut passer à fond.
L'angoisse de Dimitri, calé au milieu du pont de glace. Fragilisé par la fonte des neiges, ces 80 cm d'épaisseur ne supporteraient pas très longtemps les 10 tonnes du camion. Si le passage de la rivière s'est effectué sans encombre, c'est peut-être grâce à cette télé. Car en Sibérie, mieux vaut un dieu assis devant le petit écran qu'un dieu occupé à déchaîner les éléments contre les voyageurs. L'endroit ressemble à une décharge. Pourtant, c'est l'un des lieux les plus sacrés de la région. Tous ces objets incongrus sont en fait des offrandes destinées au dieu Burhan. C'est la fontaine de jouvence. Selon la légende, le dieu Burhan aurait rendu cette source insensible au gel afin que chaque voyageur puisse s'y désaltérer. On s'arrête ici pour prier, faire des ablutions et surtout faire un vœu en jetant une pièce. L'eau est potable, elle n'est jamais recouverte de glace. C'est un endroit béni. Après la bénédiction des hommes, celle de la machine. Pour faire fuir les mauvais esprits, Yura, le copilote, enfume le camion avec de l'encens sacré. C'est pour que tout se passe bien, pour qu'on puisse arriver là où on doit aller. Grâce à cette prière, on va éviter la casse et surtout les trous. Ce lieu de culte sert aussi de boîte aux lettres pour un courrier bien particulier. Les chasseurs de la région déposent ici les bêtes trop lourdes à porter sur leurs épaules. Dimitri et ses hommes sont chargés de les ramener au village. Aujourd'hui, c'est une peau d'ours. Ah, il est lourd, merde. C'est une sacrée bête. Voilà les traces de balles. Ici, là. Ce qui est délicieux, ce sont les pâtes. Arrivé à la maison, on va les découper, on va les faire cuire. C'est succulent. L'ours a été tué il y a plusieurs jours. Sa viande a été conservée comme le faisaient leurs ancêtres. La viande est là-bas. Les chasseurs mettent la viande sous la glace pour qu'elle ne pourrisse pas. C'est comme un frigo. Très peu de personnes mangent de l'ours dans la région. La bête se nourrit la plupart du temps de cadavres d'animaux qui contaminent sa chair de parasites. Certains sont mortels pour l'homme. Les Evenks, eux, en consomment. Ils semblent immunisés. À partir de maintenant, la route va devenir infernale. On attaque la montagne rousse. Il y a d'énormes ornières. S'il neige, on peut se retrouver coincé ici pendant plusieurs jours. Et s'il se met à pleuvoir, le niveau des rivières va tellement augmenter qu'on ne pourra plus passer. On sera coincé sur place et on devra attendre que le niveau baisse. C'est très profond. On va en avoir jusqu'au cou là. Depuis le départ, Dimitri ne dépasse pas les 3 km/h de moyenne.
Il a peur d'être obligé de dormir dans sa cabine s'il n'arrive pas à atteindre le refuge avant la nuit. Au printemps, les températures flirtent encore avec les moins 20 degrés. Plus bas, dans la vallée, le lac Baïkal. Ce lac gelé, grand comme la Belgique, nourrit de ses poissons la plupart des habitants de la région. L'hiver, la glace atteint par endroits plus d'1 mètre d'épaisseur. Tout le monde peut alors la traverser ou aller pêcher en voiture. Mais au printemps, quand les beaux jours arrivent, la glace se fait plus mince et le lac se transforme en piège mortel. Comme ce jour-là, une équipe de télévision locale filme le remorquage d'une voiture engloutie quelques heures plus tôt. Quand soudain, une deuxième voiture arrive. Malgré les cris d'alerte, son conducteur fonce tout droit vers cette faille. Sur les 2 passagers, un seul survivra au froid. Chaque année, le lac fait plus d'une dizaine de morts. Anatoly a perdu son meilleur ami dans les mêmes circonstances. C'était il y a 3 ans. C'était un gars gentil. Un très bon ami. Que la terre soit un duvet pour lui. Qu'il repose en paix, au royaume du ciel. Ça s'est passé à 14 km du bord du lac. Il conduisait sa voiture. Elle a glissé à travers la glace. Seuls 2 occupants sur 3 sont sortis. Lui, il n'a pas pu s'extraire de la voiture. Elle s'est enfoncée dans l'eau trop vite, d'un seul coup. On ne rigole pas avec le lac Baïkal. Il est dangereux. Pendant 40 ans, Anatoly a exercé le métier de cheminot. Sa maigre retraite de 200 € par mois ne lui permet pas de se nourrir correctement. Pour survivre, comme beaucoup, il prend le risque d'aller pêcher sur le lac au moment de la fonte des glaces. Aujourd'hui, la sécurité civile nous a annoncé que c'était très dangereux d'aller pêcher sur la glace. Mais rien ne peut retenir les pêcheurs que nous sommes. Rien ne peut nous retenir. Nous sommes obligés de prendre le risque. On saute. Même si c'est dangereux, on continue à le faire. Une fois que le soleil aura chauffé la glace, il faudra vraiment faire attention. Anatoly pêche l'omoul, un poisson endémique du lac Baïkal. L'omoul est parti. Ça ne mordra plus. J'aurais dû venir plus tôt. Les autres, là-bas, ils sont venus plus tôt. Et ils en prennent. Ça mord? On en a pris 3 ou 4.
Je n'ai pas de travail, je suis au chômage. Je suis électricien et dans ma branche, il n'y a pas de boulot. Je passe mon temps à pêcher sur le Baïkal toute l'année. Dans les rivières, ici, en hiver sur la glace, en été sur un bateau. Je dois nourrir ma fille, ma famille. Et les allocations chômage ne me donnent que 150 €. Il nous faut des communistes au pouvoir. Et là, il y aura du boulot pour tout le monde. Moi, j'ai travaillé toute ma vie et j'ai 200 € de retraite. Si tu prends tous ces politiciens, comme le gouverneur de la région Bachkiria, eh bien lui, il touche 19 000 € de retraite. La région est riche, mais les gens sont misérables parce que le gouvernement se fout de son peuple. Le gouvernement ne pense qu'à son bien. Qu'est-ce qu'on peut faire à part remercier la nature? Sans le Baïkal, tout le monde serait crevé depuis longtemps. Ouais. La glace fond peu à peu, le soleil se fait de plus en plus dur. Dans quelques jours, le lac sera impraticable à pied. Les hommes vont devoir attendre le dégel pour revenir pêcher l'eau moule en barque. En attendant, Anatoly et ses copains vont devoir se rabattre vers une chasse peut-être encore plus dangereuse. La chasse au grand ours de Sibérie, le grizzly. Dimitri et son camion sont eux aussi victimes du redout. Quand la neige devient molle, le camion s'enfonce. L'homme et la machine se retrouvent alors face à des murs de neige d'1 ou 2 mètres. La seule technique pour les franchir est épuisante. Il faut les enfoncer. Quand on s'enfonce dans la neige, il faut tout de suite reculer. Car si on s'arrête même un court instant, c'est fini. On est collé. Des heures pour arracher à la montagne quelques kilomètres. Dimitri n'en peut plus. S'il continue d'avancer à cette vitesse, il n'atteindra jamais le refuge avant la nuit. Pour contourner le mur de neige, il n'a qu'une seule solution, quitter la piste et se servir de son camion comme d'un bulldozer. Les arbres, c'est un problème. Ça nous arrache les durites de frein. Ça casse tout sous le camion. Ils peuvent même perforer la cabine par en dessous. Ça m'est déjà arrivé. Les difficultés augmentent avec les kilomètres. La route use les hommes petit à petit. Le stress provoque des tensions entre Dimitri et Yura, son copilote. Ils ne sont pas d'accord sur la route à prendre. Bon, là, il va falloir contourner, là. Là-bas? T'es sûr?
Tu veux passer par la droite? Ouais. Bon, attends, écoute-moi maintenant. Prends par ici, s'il te plaît. Parce que sinon, tu vois bien, on va être bloqué, on passera pas. Passe par la droite. Non, par la gauche. Bordel de merde. Va te faire voir. Je te dis que c'est par là. Tu m'écoutes ou tu m'écoutes pas? Cette fois, le camion est immobilisé. Il est complètement bloqué. Il repose sur ses essieux. Accroche le treuil s'il te plaît, je vais le dérouler. Et tire dessus pour le tendre. La difficulté, c'est d'arriver à sortir ce câble. En l'accrochant à un arbre, mon treuil va nous sauver. C'est bon, Dimitri. L'avant du camion est prisonnier de la boue. Pour l'en sortir, il faut le faire reculer à l'aide du treuil. Chez nous, il y a un proverbe qui dit « Avance pour la patrie, avance pour Staline ». Les galères s'enchaînent jusqu'à la nuit. À 22h30, le sort s'acharne sur Dimitri et ses hommes. Burhan, le dieu des Evenks, ne semble pas vouloir leur porter chance. Le camion s'est embourbé une nouvelle fois et un arbre s'est encastré sous le châssis. Ah, j'en ai marre, merde. 23h. Le treuil ne sert plus à rien. La température est tombée sous la barre des moins 10 degrés. La neige s'est durcie. Le camion est prisonnier de la glace. Bordel de merde. À minuit, le thermomètre a encore chuté. Il indique maintenant moins 20 degrés. Il n'y a plus rien à faire. À bout de force, l'équipage se prépare à passer la nuit dans le camion, sauf Yura. Écoute, Dimitri, au moins, le moteur marche. Tu pourras mettre le chauffage. Je vais revenir demain avec une motoneige et des hommes. Allez, Dimitri, repose-toi bien. Bon, j'y vais. Pour rejoindre le refuge, Yura va parcourir 10 km à pied, au milieu des ours et des loups. Dieu seul sait si je vais y arriver. Peut-être que je vais être obligé de dormir dehors dans la forêt. Après 5 heures de marche par moins 20 degrés, Yura retrouve les secours. Mais personne ne veut prendre le risque de retourner là-bas en pleine nuit. Les hommes partiront demain matin à l'aube. Pour atteindre le village des éleveurs de rennes, il leur reste encore près de 35 km à parcourir et un obstacle de taille à affronter, la montagne Bahir.
Le soleil du printemps réveille tout doucement la nature. Un top départ, un signal commun aux hommes et aux bêtes qui leur annonce qu'il est temps de retourner dans la forêt. Les ours sortent de leur tanière après 6 mois d'hibernation comme les chasseurs. Anatoly s'est associé à Ivan pour aller chasser l'ours. 2 vieux fusils des années 50, un 4x4 russe de 30 ans d'âge, et l'affaire est en route. Ils emportent avec eux 60 kilos de poissons pourris pour appâter le grand ours de Sibérie, le grizzly. Oh, qu'est-ce que ça pue! C'est pas grave, l'argent n'a pas d'odeur. Le plaisir, c'est qu'on va gagner du fric. On verra à qui on peut vendre la peau. Et si la viande est bonne, on pourra aussi en tirer un très bon prix. On va espérer. Et surtout, on va prier le bon Dieu. Dès le départ, les cliquetis du vieux 4x4 en disent long sur la suite du voyage. C'est quoi ce bruit? C'est rien, on réglera ça plus tard. C'est un truc qui accroche. Oui, ce sont les machins qui sont tordus là. Allez, vas-y, vas-y ma biche. Tu as vu mon vieux cheval? Il se traîne, mais il est irremplaçable. L'ours est une espèce protégée. Sa chasse fait l'objet d'une réglementation extrêmement sévère. Seuls quelques chasseurs triés sur le volet ont le droit d'en tuer une dizaine par an. Ivan en fait partie. Il le chasse depuis plus de 20 ans. Cette route, c'est moi qui l'ai tracée avec cette voiture à force de l'emprunter. Ivan ne ménage pas son vieux 4x4. La voiture va le lui faire payer très cher. On a perdu les freins. Les freins ont disparu. Mais pas de panique. Tout le reste de la voiture est fiable. On peut rouler sans frein, doucement. Pour ralentir la voiture, je vais me servir de l'embrayage. Je vais utiliser le frein moteur. Faut-il encore que les vitesses passent correctement et que le vieil embrayage résiste aux nombreuses sollicitations? Ah, fait chier. L'embrayage aussi est foutu. Le premier obstacle de cette chasse à l'ours va avoir très vite raison de l'amitié des deux hommes. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Il faudrait reculer. Non, surtout pas. Si la voiture recule, on va avoir des problèmes. Pendant qu'on est sur cette bosse, il faut essayer d'avancer. Je vais libérer les roues arrière pour que tu puisses accrocher le sol. Eh bien moi, je vais tenter une marche arrière. Il faut mettre des pierres ici. Si tu butes sur cette pierre-là, tu ne vas pas t'en sortir. Attends, je l'enlève. Mais bordel, qu'est-ce que tu fous?
Mais bordel de merde! Tu veux qu'on reste ici toute notre vie? J'avais mis cette pierre-là pour ne pas déraper. Pourquoi tu l'as bougée? Voilà, voilà. Maintenant, tu ne touches plus à rien. Je fais ce barrage pour éviter que la voiture recule. On va mettre en plus de la neige sous la roue et ce sera bon. La chasse à l'ours commence mal. Après quelques kilomètres, Ivan stoppe la voiture. Énervé par l'accident de la rivière, il part devant, sans attendre Anatoly. Très vite, les deux hommes se perdent de vue. Un comportement dangereux quand un grizzly rôde dans les parages. Pendant 1 heure, les deux copains vont se chercher. La tension monte encore d'un cran. Explique-moi, qu'est-ce que tu faisais? C'est pas possible. Ouais, ça va. C'est pas une réponse, ça. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? On est là pour chasser ou pour draguer les filles? Bon, ok, j'ai fait une erreur. J'ai manqué la piste parce que je cherchais des traces d'ours au sol. On va être comme des couillons si on rentre bredouille. Après 2 heures de marche, Ivan arrive sur son aire de jeu pour ours, comme il l'appelle. Pour habituer les bêtes à venir ici, il y laisse de la nourriture et des jouets comme ce bidon. Cette technique permet à Ivan de tuer un ours par an à cet endroit. On va mettre du poisson dans le bidon. L'ours est quelque part ici. Il n'est pas loin. Il est par là. Il rôde dans le coin. Ivan a vu juste, comme le prouvent ses poils, et cette empreinte de pattes toute fraîche. Apparemment, quand cet ours vient manger ici, après il s'allonge là-bas. Il ne faut pas lui faire peur. L'odeur du poisson pourri va l'attirer à tous les coups, c'est sûr. S'il mange bien, il va s'endormir ici. La nuit est proche, les hommes reviendront demain guetter l'ours. Ils vont dormir dans le cabanon de chasse d'Ivan. Sur la route, quelque chose attire son attention. C'est un grand tétras, une sorte de grosse perdrix. Un jour, un ami est parti à la chasse à l'ours. Il rêvait d'en attraper un, car il voulait se faire un joli sac de couchage en peau d'ours. Le jour de la chasse est arrivé, il attendait la bête, assis au bord d'un chemin. Et là, l'ours arrive, énorme. Tout de suite, il a pensé « Oh, un sac de couchage pour deux !» Un ours énorme. L'ours s'approche, mon copain le met en joue et lui tire dans la tête. Mais seulement quelques petits éclats touchent l'ours à l'œil. L'ours se dresse sur ses pattes arrière et s'approche de lui en grognant. Mon ami recule contre un arbre. C'est un gars grand et baraqué. Il se plaque de plus en plus contre l'arbre avec son fusil dans les mains. Il pense, mon Dieu, pourvu qu'il s'en aille. Je jure devant Dieu que toute ma vie je dormirai en t-shirt sur la glace. Et l'ours est parti.
Avec tout ça, j'ai pris du retard avec cet oiseau. Le lendemain matin, les deux hommes retournent voir si l'ours a été attiré par l'odeur du poisson pourri. Quand ils arrivent tout près du piège, sur le sentier, Ivan repère une empreinte qui ne lui plaît pas. On entend des chiens errants. Vu comme l'aboiement se déplace, il est fort possible qu'ils retiennent une bête. Il faut courir pour aller voir ce qui se passe. On y va. Chaque année, beaucoup de chasseurs perdent leurs chiens dans la forêt. Livrés à eux-mêmes, les chiens retrouvent très vite leur instinct de chasse. Quand ils évoluent en meute, ils n'hésitent pas à s'en prendre aux jeunes ours. Ils étaient 3. Ils poursuivaient une bête. Mais ils n'ont pas pu l'attraper. Il a un collier. C'est un chien errant. Un sale chien errant. Ils font beaucoup de dégâts ici. Ils mangent les œufs des oiseaux, ils attrapent les biches, les petits rennes ou n'importe quoi. Ils poursuivent même les ours. Ils font vraiment beaucoup de dégâts. C'est pour ça que je l'ai abattu. Il est impossible de les éliminer. Il n'y a que les chasseurs qui les tuent. En haut d'un arbre, apeuré, sûrement la proie que comptaient se partager les chiens. Regarde ce qu'il y a sur l'arbre. Une zibeline. Je vais la laisser vivre, qu'elle se reproduise et rende les fourreurs heureux. À cette période de l'année, les zibelines perdent leur poil. Leur fourrure n'est absolument pas exploitable. On les chasse en hiver. Aujourd'hui, ils rentrent bredouille. Mais une semaine plus tard, la chance va être au rendez-vous. Ivan va abattre un grizzly de 400 kilos, mesurant près de 2 mètres. Youra et les secours foncent vers Dimitri, le camionneur embourbé. En traversant la forêt, seul et à pied pour aller chercher de l'aide, Youra a risqué sa vie, pour rien. Quand il arrive, Dimitri est déjà sorti d'affaire. Ce matin, il fait beau, la neige a fondu et les roues se sont libérées de leur étreinte de glace. Le village se trouve à 35 km et la route comporte encore de nombreuses épreuves. Si on se dégage pas ici à la pelle, ça va être un vrai boulot de forçat. Les arbres sont loin, impossible de les atteindre avec le treuil. Voilà, c'est bon. On va pouvoir se dégager. Et pourquoi Dimitri choisit de passer par l'endroit le plus large de la rivière? Il va passer avec beaucoup d'élan. Il est dingue! C'est risqué. Il y a de l'air là-dessous. Il y a un trou. Ah, je suis pas sûr que ça passe. J'ai peur car on arrive par la pente nord. À cet endroit, il peut faire jusqu'à moins 57 degrés en hiver. Et à cette température, les camions tombent en panne. Sa crainte se confirme, la température chute brutalement de 10 à moins 20 degrés.
Regarde, il est déjà tombé 10 cm. 10 cm. On va mettre des branches sous les roues. Dimitri et ses hommes sont bloqués sur la pente de cette montagne. Elle semble infranchissable. On a 300 mètres de piste à recouvrir de branchage. Pour l'instant, on a à peine fait 100 mètres. Et on va faire un essai. On va avancer comme ça, petit à petit. Et on arrivera là-haut. Pour l'instant, le camion a à peine avancé de 50 mètres. Il nous en reste encore beaucoup à faire. Une fois, on a mis 3 jours pour passer. 3 longs jours. J'avais embourbé le camion. On a dû le tirer avec le treuil. On a mis 3 jours pour gravir cette pente. Après 2 jours de lutte contre les éléments, le village est enfin en vue. On arrive. Je ne pensais pas qu'on y arriverait. On y est. Mes nerfs allaient lâcher. Je n'y croyais plus. On a bien fait de rendre hommage au dieu Borhan. Une dizaine d'hommes vivent ici, dans cette ferme du bout du monde. Pendant l'hiver, ils restent isolés, loin de toute civilisation. Cela faisait 6 mois que ces hommes n'avaient pas vu de nouvelles têtes. J'ai déchiré les durites de frein. Et en plus de ça, j'ai tordu la barre de traction. La farine, le riz, le sucre sont entreposés en hauteur, dans un grenier à grains, bien à l'abri des ours. C'est ici qu'on travaille. Nos rennes sont à une demi-journée de marche d'ici. Il y a 2 bergers pour les garder. Un générateur produit de l'électricité, mais pour économiser du fioul, il fonctionne seulement quelques heures par jour. Il permet de faire fonctionner la radio de secours, mais aussi la télé. Il y a bien une image, mais pas de son. Seuls ces bruits de l'espace leur parviennent. Ce n'est pas terrible, mais ça fait passer le temps. Je lis un super roman policier. L'auteur s'appelle Quarelli. C'est pas un Français? Je ne lis que des bons livres. Des romans sur la vie. Alexei n'a jamais été plus loin que le lac Baïkal. Les livres, c'est son seul moyen de voyager. Toute sa vie,
il l'a passé dans la forêt, au milieu des rennes. J'ai 53 ans. 53 ans. Je n'ai pas de famille. J'ai pas pu en avoir. Régulièrement, Alexei va ravitailler les 2 bergers qui veillent sur les 700 rennes que compte le troupeau. Les Evenks élèvent leurs rennes sur les hauts plateaux sibériens. Hiver comme été, les bêtes y trouvent leur nourriture de base, le lichen. Après 20 km de marche, Alexei retrouve les 2 bergers. Ils sont sur leur garde. Un ours rôde autour du troupeau et il a déjà fait une victime. Là-bas, il y a un petit renne mort. Les corbeaux sont en train de le manger. Ils le finissent. Il y a un ours qui vient de là-bas. Il arrive de la forêt, il n'arrête pas d'aller et venir. Il est énorme et il est malin. Ça doit être un adulte. Tu nous as apporté des vivres? Oui, j'ai du lait. De la farine aussi? Du sucre? Du sel? Oui, oui. C'est l'essentiel. À peine 12 mètres carrés pour 2, les bancs servent aussi de lit. On va revenir à la maison quand l'été sera là. On sera chez nous. On ira voir les filles et se reposer, prendre du plaisir. On ira aussi se baigner dans le lac Baïkal. C'est un endroit merveilleux. Dans la nuit, l'eau est chaude comme le lait qui vient de sortir du pied de la vache. Il leur reste encore 3 mois à tenir avant l'arrivée de l'équipe d'été. Puis quand l'hiver reviendra, ils reprendront leur place au milieu de nulle part. Depuis toujours, ce rite est immuable chez les Evenks.